Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de 2020, celui qui sera très probablement le dernier de l'année. Je suis très heureux de vous accueillir en ligne avec nous, toujours à distance compte tenu de la situation sanitaire malheureusement. L'année 2020 qui a été une année assez spéciale, je crois que personne ne s'y attendait, nous les premiers. Alors afin de vous apporter des réponses, on a essayé de mettre en place de manière régulière des webinaires avec nos experts. Et aujourd'hui, justement, nos 4 experts du jour vont vous parler d'un bilan, un pré-bilan de 2020, puisque nous ne sommes pas encore à la fin de l'année, il sera très certainement complété, et de perspectives pour 2021. Je suis ravi de vous présenter par ordre d'apparition aujourd'hui Virginie Houzé, directrice études et recherches France chez JLL, Marie-Laure de Souza, directrice de notre département Leasing Markets Advisory, qui parlera du marché locatif, Stéphane Van Barxy, directeur de notre département Capital Markets, qui parlera du marché de l'investissement. Et enfin, Arabella Edwards, directrice de l'expertise chez JLL France, pour parler des enjeux de l'expertise. Comme d'habitude, nous allons être ensemble pendant 45 minutes à peu près. S'il y a des questions à l'issue de ce webinaire, bien évidemment, si nous avons le temps, nous y répondrons en direct et sinon, nous le ferons par mail. Nos experts se sont engagés à le faire. Et je vous rappelle juste que vous avez un module Q&A qui est disponible pour poser vos questions. Merci beaucoup à tous, très bon webinaire. Et Virginie, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Donc, histoire de bien amener le discours et l'analyse sur les marchés locatifs et d'investissement, on va commencer par une vision un peu générale de l'économie et de donc, la grande situation macroéconomique de la fin d'année 2020 et des perspectives pour l'année prochaine. Quelques données qu'on aime bien regarder chez JLL parce qu'elles sont souvent bien corrélées avec nos marchés. La croissance, donc au troisième trimestre, on avait eu un excellent dynamisme de l'économie française avec un rebond du PIB de plus de 18%. On avait des indicateurs d'activité au mois de juillet et au mois d'août qui étaient remontés à des niveaux très élevés, montrant effectivement cet effet de rebond qu'on attendait tous et qu'on avait anticipé. Malheureusement, l'embellie n'a pas passé l'été. Et dès le mois de septembre, les indicateurs macro ont commencé à stagner, voire à se dégrader légèrement. Et j'allais dire, sur cette situation qui était un peu plus attentiste en septembre-octobre, malheureusement, la deuxième vague de confinement qui, bien qu'étant plus light que la première, a eu un impact assez visible sur le moral des entreprises et des ménages. Comme vous le voyez en bas à droite, le climat des affaires qui était remonté à 90 points cet été est tombé à 79 points au mois de novembre. Il a perdu 11 points en un mois. Et l'indice PMI Market qui mesure le niveau d'activité des entreprises. Et donc, quand on est au-dessus de 50 points, ça veut dire que les entreprises ont une activité en croissance. Vous le voyez, cet indice est tombé à 40 points début décembre, donc en phase donc de contraction d'activité. L'environnement taux, lui, reste favorable à toutes les activités immobilières puisqu'on est sur une perspective d'inflation qui est faible, avec une stagnation des prix depuis la rentrée, et une politique monétaire, bien évidemment, qui reste extrêmement accommodante. Et vous le voyez, les taux des OAT restent en dessous de zéro et bougent relativement peu. Dernier élément qui s'est dégradé, et ça, ce n'est pas une surprise, malheureusement, c'est l'emploi, puisqu'un taux de chômage qui est en hausse. Et on a noté, selon l'Observatoire Trendéo, qui mesure en fait l'activité et les investissements des entreprises, qu'on aurait perdu en Île-de-France à peu près 20 000 emplois depuis le début de l'année. Et assez paradoxalement, ces emplois ont été perdus par les grandes entreprises pour l'essentiel et se concentrent dans Paris et dans l'ouest parisien, ce qui peut expliquer aussi certaines tendances du marché locatif. Alors, on aime bien analyser ces indicateurs de PIB et de climat des affaires parce qu'il y a une bonne corrélation en général avec le marché de l'immobilier
comme sur le slide suivant, vous allez le voir sur 2 graphiques qui nous montrent bien que climat des affaires et PIB fonctionnent très très bien ensemble, et on voit ce plongeon qui a été fait au deuxième trimestre 2020 des 2 indicateurs avant cette très jolie remontée qu'on a fait au 3e trimestre, et de nouveau cette petite faiblesse de fin d'année. Et vous le voyez également, le climat des affaires et la demande placée fonctionnent assez bien ensemble. Alors dans le passé, on avait toujours eu un petit effet de décalage dans le temps. Le climat des affaires en général précède l'activité du marché de 3 à 6 mois. Donc quand il augmente, on se rend compte que 3 à 6 mois après, l'activité du marché locatif a tendance à augmenter. Cette année, on est vraiment dans une situation tout à fait particulière, puisqu'on a eu une baisse totalement alignée, climat des affaires, demande placée dès le printemps, dès le 2e trimestre. Et là où on avait un scénario espéré, que vous voyez peut-être pas très bien, mais qui est en gris clair sur le graphique, un scénario espéré de remontée de l'activité locative au mois de septembre, suivant la remontée du climat des affaires. Malheureusement, ce n'a pas été le cas, puisque l'activité est restée à un rythme assez ralenti depuis la rentrée. Et c'est aussi le résultat finalement d'une crise qui est différente de ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, puisqu'elle a soulevé d'autres sujets que des sujets purement économiques. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui également de partager quelques éléments de notre enquête bureau post-Covid. Donc sur le slide suivant, je vais vous montrer quelques éléments concernant les perspectives finalement des investisseurs par rapport à la normalisation du marché. On a eu une évolution de cette vision qui est, on va dire, vers un peu plus de prudence et un peu de la part des acteurs, puisqu'aujourd'hui, pour l'essentiel, le consensus se fait pour une normalisation de l'activité du marché à partir de 2022. Alors, côté marché locatif, le consensus, c'est 2022 et au-delà de 2022. Donc 2021 étant perçu comme une année un petit peu intermédiaire sur le chemin du retour à la normale. Mais on note également qu'on a presque un investisseur sur 5 qui pense que le marché locatif ne reviendra pas à ses niveaux d'avant-crise. Et on pourra en reparler derrière, mais c'est aussi lié à cette crise qui est un peu particulière. Côté marché de l'investissement, le pivot est également en 2022, mais on se rend compte qu'il y a un tout petit peu plus d'optimisme, on va dire, sur ce marché-là, puisqu'on a un investisseur sur 4 pense que dès le 2e semestre de l'année prochaine, le marché pourrait retrouver un rythme de fonctionnement conforme à ce qu'il était avant la crise. Vous voyez, donc on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus équilibré. Le marché locatif, dans cette crise, en fait, cumule un certain nombre d'effets qui sont des effets à la fois cycliques et des effets de fond. Donc sur le slide suivant, on va vous les montrer. Des effets traditionnels de période de crise et de court terme. Donc la recherche d'économie, bien évidemment, est un élément qui pèse sur le marché et qui peut peser sur le marché à court terme. Le fait que les entreprises sont dans une incertitude par rapport à leur situation économique et ce qui peut les ralentir dans le lancement de leurs projets immobiliers. Donc ça, ce sont des effets très classiques des crises économiques telles qu'on a pu les connaître dans le passé. Et en plus, on cumule des éléments qui sont un petit peu nouveaux. Le fait qu'on peut avoir un marché où les cartes sont rebattues entre les différents secteurs d'activité, donc une reprise très inégale et des secteurs très inégalement touchés par les effets de la crise, et donc derrière peut-être un marché locatif qui sera animé par de nouveaux acteurs, d'autres perdant un petit peu de leur poids, et surtout un effet de long terme qui est vraiment survenu pendant cette période, c'est le déploiement du télétravail. 3 investisseurs sur 4 dans cette enquête nous disent que pour eux, les entreprises déploieront le télétravail de manière permanente dans le futur. Et on a un vrai consensus sur le sujet de tous les acteurs, donc investisseurs, entreprises, salariés. Tout le monde s'accorde à dire qu'on va aller probablement vers un télétravail 1 à 2 jours par semaine de manière permanente. Quand on regarde maintenant les effets, pratiques sur le marché locatif, donc sur le slide suivant,
on se rend compte qu'on est aujourd'hui dans des priorités qui sont des priorités tactiques et des priorités de court terme. Les investisseurs nous disent tous, sur nos baux en cours, on a une hausse des demandes de réduction de loyer, une hausse des demandes de franchise, et sur les négociations en cours, bien évidemment, on a une hausse des demandes de mesures d'accompagnement, de négociations sur les loyers. Quelles actions ont été mises en œuvre pour répondre à ces sollicitations? On se rend compte qu'aujourd'hui, l'approche qui a été retenue par les acteurs du marché, par les bailleurs, c'est le déploiement finalement de solutions temporaires et de court terme pour répondre à des sollicitations immédiates, mais qu'ils évitent autant que possible de toucher aux éléments qui intrinsèquement vont avoir un effet sur la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 investisseurs sur 3 nous disent on a augmenter les mesures d'accompagnement qu'on octroie sur les nouvelles négociations, donc sur les nouveaux loyers. Sur les baux en cours, on en a plus d'1 sur 2 qui a d'ores et déjà accepté de donner des franchises ou des réductions de loyer, mais en contrepartie, la signature d'un nouveau bail ou l'extension d'une période ferme, par exemple, ou éventuellement a pu également donner des mensualisations de loyer qui a un effet totalement neutre en matière de cash flow. Par contre, on se rend compte que les éléments comme des baisses de loyer de présentation, des baisses de loyer de signature et surtout la réduction des durées fermes qui sont demandées sur les baux sont des paramètres qui ont encore été assez peu touchés par les investisseurs parce que bien évidemment, ce sont des paramètres qui touchent à la valeur des actifs et qui ont un effet permanent. Donc aujourd'hui, on est sur encore un phénomène d'inélasticité finalement du marché et ce sont des paramètres qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement du marché locatif. Maintenant, si on regarde le marché de l'investissement, donc sur le slide suivant, l'analyse est assez différente. On est vraiment sur des effets très cycliques et de court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les investisseurs, ce qui pèse sur le marché de l'investissement, ce sont des éléments assez classiques. Les incertitudes du marché locatif qui rendent plus difficiles les processus de fixation de prix et les discussions sur les valeurs des immeubles, des financements qui sont plus restrictifs et plus coûteux, et éventuellement un risque de manque de produits lié au fait qu'on peut avoir une inadéquation entre les valeurs fixées dans de nouvelles conditions de marché et les valeurs attendues par les vendeurs, et ce qui peut créer des petits phénomènes de négociation un peu plus longs, voire de produits qui ne sont pas mis sur le marché. Donc on est sur des éléments qui sont essentiellement cycliques. Malgré tout, on a un investisseur sur 3 pense que certains produits immobiliers pourraient perdre un peu d'attractivité en raison finalement des phénomènes transformants qu'ils vivent. Et typiquement, on peut parler du e-commerce pour le retail ou du télétravail pour le bureau, puisque ce sont des éléments qui questionnent finalement les produits et la façon finalement dont on les utilise. Donc tous ces éléments en fait vous donnent un tableau général de la situation économique et de la vision finalement que les acteurs ont du marché. Et c'est ce qui va me permettre maintenant de passer la parole à Marie-Laure pour la partie marché locatif bureau. Merci beaucoup Virginie. Exercice assez délicat en cette fin d'année de vous parler du marché locatif 2020 qui, comme vous le savez tous, a été particulièrement challengé. On va voir de quelle façon. Les premiers éléments que vous voyez ici. Donc, premier sujet, à fin novembre, la demande placée en Île-de-France de bureaux a atteint le seuil des 1 million de mètres carrés. Pour mémoire, nous étions à la même période l'année dernière à plus de 2 millions de mètres carrés placés. Donc le rebond, comme Virginie l'a indiqué, du mois de septembre n'est pas venu. C'est le premier élément qui diffère depuis notre dernier webinaire. Effectivement, nous pensions que la rentrée, le fait d'être encore dans l'incertitude et dans une certaine récession économique pouvait engager les entreprises à ne pas savoir quelle décision prendre. Mais malgré tout, nous constations une reprise des visites, un vrai intérêt des entreprises à discuter de projets de fonds. Mais le deuxième confinement a arrêté ce dynamisme que nous attendions et a gelé
rappeler la situation, donc avec effectivement, comme l'indiquait Virginie, ce moment d'attentisme, puisque les entreprises ne savent pas encore exactement à quoi ressemblera l'année 2021, et vous l'avez vu dans les statistiques suite à votre propre sondage, quand ce marché locatif pourra redevenir beaucoup plus pérenne. On le voit dans les détails en haut à droite sur le nombre donc de transactions qui ont été opérées sur cette année 2020. À fin novembre, 17 transactions ont été actées sur les plus de 5000 mètres carrés versus 62 l'année dernière, et je vous rappelle la moyenne décennale où nous sommes plutôt à 80. Nous espérons finir l'année 2020 à 20 transactions de plus de 5000 mètres carrés sur la région Île-de-France, mais aujourd'hui nous n'en avons pas la certitude. Concernant les deux autres créneaux de surface, donc le 1000-5000 qui est vraiment celui qui a été aussi impacté par les ETI qui ont eu beaucoup de mal à se projeter, 186 transactions ont été actées à ce jour donc dans ce créneau versus 323 l'année dernière. Donc on est sur une baisse là de 42%. Et sur les petites et moyennes surfaces et donc les PME, 1784 transactions versus 2600 l'année dernière. Je vous rappelle qu'il nous manque aussi une partie de la vision du mouvement de ces entreprises de petite taille qui pourraient potentiellement aussi avoir été dans des centres d'affaires et qui ont pu aussi prendre des postes de travail. Nous en parlerons un petit peu par la suite. Concernant les secteurs géographiques qui ont été plus favorisés que d'autres dans ces transactions, vous les voyez en bas à gauche. Donc la demande placée par secteur. Ce que vous voyez, c'est que l'Ouest parisien et la Défense a connu une belle année cette année. Évidemment, la transaction sur l'immeuble Link a particulièrement boosté, le marché, et le marché de la Défense. Et la Défense connaît aussi un certain attrait aujourd'hui et une qualité d'immeuble qui permettent d'imaginer que nous aurons une vraie appétence des entreprises pour le secteur de l'Ouest, même si aujourd'hui l'offre va continuer à grandir, à grossir, autant sur l'Ouest parisien que nous connaissons entre Péri-Défense, la Défense, mais aussi en allant un petit peu plus vers le nord sur la Péri-Défense et sur la boucle nord. En bas à droite, vous voyez un phénomène qui est difficile à expliquer aux clients corporate aujourd'hui, c'est que les valeurs n'ont pas connu à ce jour ce que nous ressentons du marché. La première raison, c'est qu'il n'y a pas assez de transactions justement pour que ces valeurs s'étalent dans le temps et qu'on puisse en avoir une certaine analyse. La seconde, c'est que les transactions qui ont été actées se sont faites sur des immeubles d'exception, sur des immeubles de très grande qualité, et effectivement, les valeurs ont continué à grandir. Et on va avoir aussi sur cette année 2021 sans doute une dichotomie entre les transactions que nous allons voir, les demandes des entreprises, celles qui iront bien et qui iront très bien, continueront à aller chercher des produits d'exception. Aujourd'hui, les entreprises qui seront plus attentives à leurs conditions économiques vont rechercher des valeurs peut-être un peu moindres. Et là, effectivement, les secteurs les plus offreurs seront sans doute, nous l'espérons en tout cas, porteurs de cette demande. Sur la slide suivante, vous allez avoir un détail sur les transactions de plus de 5000 m² sur lesquelles nous allons revenir. Et effectivement, vous allez en tirer quelques constats. Le premier, c'est la taille de ces transactions, puisqu'effectivement, nous avons une giga transaction telle qu'elle a été indiquée tout à l'heure, donc sur l'immeuble le Link avec Total. Nous espérons une seconde très grande transaction sur l'Ouest parisien avant la fin de l'année aussi. Après celle-là, l'ensemble des transactions, vous en avez deux qui sont autour de 20 000 m², donc qui sont Sopra sur l'immeuble Latitude et le BCG sur l'immeuble Live. Et ce qui est assez significatif de cette année, c'est que l'ensemble des autres transactions est en deçà du seuil des 10 000 m², ce que nous avons peu connu sur notre marché et qui aujourd'hui a aussi grippé un peu l'ensemble des discussions. Deuxième élément, ce sont les secteurs d'activité aujourd'hui qui ont déménagé, qui ont connu ce mouvement. Donc le SS2I sont en tête, le conseil est en tête aussi. C'est une accélération que nous verrons au premier trimestre 2021, nous l'imaginons de la même façon. Sur la slide suivante, on va essayer un petit peu apporter des perspectives. Qu'est-ce qui va se passer donc sur la fin de cette année et sur le début de l'année prochaine? Donc le premier élément constitue l'offre, donc on l'a évoqué tout à l'heure. Un exercice a été fait par les équipes recherche donc sur ce taux de vacances en 2020 et en 2021. Fin 2020, nous serons à un taux de vacances de 6,4%, qui est encore un taux de vacances d'une rotation certaine. On grimpera en début 2021 sans doute sur ce 7,2% avec des fortunes diverses en fonction des secteurs.
Paris aujourd'hui a une certaine absorption du marché par rapport à ce que nous avons connu depuis une dizaine d'années, qui devrait connaître à peu près un an de mouvement, et nous avons un stock qui répond à un an de mouvement. Ce n'est pas forcément le cas sur des secteurs de première couronne où nous avons déjà un certain taux de vacances, plus la livraison d'un certain nombre d'immeubles neufs. Et aujourd'hui, nous avons un délai d'écoulement qui va être assez important. Vous le constatez de façon globale en bas à droite de la slide. Mais aujourd'hui, l'absorption du marché de façon générale devrait se porter autour de 35 mois, avec, comme je vous l'indiquais, des grandes différences entre Paris Intramuros, où on est plutôt sur un stock d'une année, et en première couronne, des stocks qui peuvent aller jusqu'à 3 ou 4 années d'absorption nette de cette demande. De la même façon, vous voyez en bas à gauche l'offre future, et vous voyez que certains projets ont déjà été pré-commercialisés, mais que nous avons un grand nombre d'immeubles qui vont arriver dans les prochains mois et qui vont donc alimenter cette offre de façon différente et auront forcément un impact sur les valeurs qui se stabiliseront sans doute dans Paris, mais auront sans doute tendance à baisser en première couronne. Sur la slide suivante, quelques prévisions et quelques perspectives pour l'année 2021. Nous allons essayer de vous donner des éléments. Donc, cette année 2020 devrait se terminer aux alentours d'1 300 000 mètres carrés placés. L'année 2021 devrait être aux alentours d'1 700 000 mètres carrés, avec un impact fort que nous allons trouver dans Paris Intramuros d'un double sujet. Le premier, c'est l'arrivée des postes de travail des acteurs du flex qui ne seront pas comptabilisés dans cette demande placée, mais qui vont en absorber une certaine partie. Ces acteurs du flex aujourd'hui proposent à des entreprises qui ne pourraient pas forcément montrer patte blanche et des investisseurs classiques de pouvoir absorber leur amortissement de leur surface, non pas à sortir des capex, ont une facture unique, et de la même façon permettent une certaine agilité, une certaine flexibilité sur les baux qui attireront forcément des entreprises l'année prochaine. Deuxième élément aussi qui va perturber ce marché en 2021 dans Paris, c'est un marché gris qui est en cours de constitution, qu'on peut imaginer de volonté de réduction de surface de certaines entreprises, de demande de sous-location pour d'autres. Et aujourd'hui, nous ferons bien entendu un bilan fin 2020, mais cette offre va se rajouter à l'offre qui est aujourd'hui existante et que nous connaissons sur le marché. Ce qui va être prépondérant sur cette année 2021, au-delà, nous l'espérons, d'une troisième vague qui n'arrive pas, c'est un mouvement des entreprises qui sera impacté par 4 éléments majeurs. Le premier, c'est, comme l'indiquait Virginie tout à l'heure, la prise en compte du télétravail et des aménagements qui y sont liés. On peut imaginer donc aujourd'hui que l'installation d'un télétravail pérenne 1 à 2 journées par semaine va avoir un impact sur la recherche des entreprises. On le constate déjà aujourd'hui et on peut le quantifier sur une baisse de 15 à 20% de la taille recherchée par les entreprises pour l'année 2021. Mais c'est aussi mieux consommer des mètres carrés, consommer différemment des mètres carrés. Nous n'avons jamais autant parlé de vivre au bureau et de travailler au bureau. Donc aujourd'hui, ce travail au bureau a un sens et l'ensemble des entreprises va rechercher justement ce sens avec un aménagement et une flexibilité des espaces et des modes projets beaucoup plus importantes qu'auparavant. Il faut prendre en compte cette agilité, ce besoin de flexibilité. Je vous en parlais avec des acteurs du flex un petit peu avant. Certains d'entre vous ont déjà cette réflexion pour proposer une hybridation de la commercialisation de leur immeuble. Dans un premier temps, évidemment, un bail classique, mais certains d'entre vous travaillent déjà sur du plug and play ou sur une hybridation de leur capacité d'avoir des immeubles sur lesquels vous pourriez opérer aussi directement des opérations de flex pour accompagner des entreprises qui se posent des questions. Ce sont des tendances qui nous permettraient peut-être aussi d'attirer de plus de mouvements sur 2021. Une question majeure va arriver aussi, report ou centralité. Est-ce que les entreprises vont préférer être sur plus petit, un peu plus cher dans Paris Intramuros, ou au contraire aller vers la première couronne sur des opérations de plus grande taille avec un petit peu plus de flexibilité sur les surfaces dont ils ont besoin et plus d'aménagements différenciants. Donc ce sera la vraie question début 2021. Et nous tenons aussi à vous dire qu'en 2021, encore plus que dans les années passées, le développement durable, le bilan carbone de l'action de ces déménagements et des immeubles est aujourd'hui une question qui est beaucoup plus importante au cœur des préoccupations des entreprises. Je laisse la parole à Stéphane sur les impacts de ce marché aussi sur le marché de l'investissement. Merci Marie-Laure. Je vais juste attendre un petit instant pour que tout le monde puisse respirer parce qu'on avance bien dans le temps. Avant de vous parler du marché de l'investissement et sur le slide suivant,
Vous voyez quelques statistiques. Alors, j'ai regardé un peu mes notes des webinaires des mois de mars et juin. Et finalement, comme vous pouvez voir en haut à gauche, le marché, par rapport à nos forecasts, nos craintes initiales, s'en sort plutôt bien. On a une estimation de volume pour l'Île-de-France aujourd'hui entre 19 et 21 milliards, une baisse entre 25 et 30%. Et franchement, par rapport aux craintes qu'on a pu avoir, notamment pendant le premier confinement, c'est un résultat tout à fait honorable qui est équivalent aux années 2015-2017, avec surtout, vous le devinez un peu par la partie haute de la barre, un dernier trimestre qui finalement va être très proche des volumes records des années 2018 et 2019. Nous le sentons actuellement dans les accélérations des signatures, où nous craignons peut-être que certaines signatures glissées en 2021. En fait, beaucoup d'investisseurs ont envie de finaliser les transactions qu'ils ont déjà sous promesse pour l'année 2020. Quand on regarde à droite, plutôt en dessous, les profils d'investissement, on a une surprise. On a vraiment une surprise dans la mesure où le value add qu'on croyait quasiment mort, son financement, les investisseurs en peur, etc. Finalement, le value add prend en 2020 une proportion, vous le voyez avec la partie grise du camembert, une partie plus importante qu'en 2019. 28% des transactions sont des transactions value add, ce qui prouve bien qu'on trouve encore des financements et qu'il y a des investisseurs qui ont le courage de se positionner sur des actifs qu'on considère value add. Je rappelle ce qu'on appelle value add sur les 3 critères d'un investissement autour de la localisation, autour de la qualité de l'immeuble et autour de l'état locatif. Sur le value add, il y en a 2 qui sont pas parfaits. Le secteur qui souffre aujourd'hui plus est clairement le core plus, là où sur ces 3 critères, il y a un problème. Et on se rend compte que c'est le secteur qui a le plus souffert cette année. Pourquoi? Parce que d'abord, la définition des investisseurs sur core plus est devenue beaucoup plus sévère. Et secondo, c'était surtout les SCPI, les OPCI qui se positionnaient sur des actifs core plus par une recherche de rentabilité un peu plus élevée que les actifs core. Et finalement, on souffre de la collecte plutôt faible des SCPI depuis notamment la rentrée de septembre. Et donc, le groupe d'acheteurs traditionnels pour des acteurs pour les profils Core Plus nous a fait un peu défaut. Le Core est resté assez stable, comme vous pouvez le constater. Par rapport à la répartition géographique et des classes d'actifs, pour les classes d'actifs, il n'y a pas de grande surprise, en fait aucune. Vous voyez que le marché parisien reste dominé par les transactions de bureaux, qu'il y a, malgré tout le retail bashing, toujours une proportion significative d'actifs retail et ensuite de la logistique et de l'activité. Et donc tout ça suit une logique que nous connaissons depuis des années. Petite surprise, mais pas tellement si vous avez entendu notamment Marie-Laure, pas peut-être cette année, mais les années précédentes, sur la répartition géographique. La Défense a vraiment fait quasiment une page blanche cette année. Il y a une mini-transaction que nous avons enregistrée à la Défense, mais sinon, on connaîtra une page blanche, une année blanche de transactions d'investissement à la Défense. Alors, là encore, il faut se projeter un tout petit peu et avoir un peu d'historique. La Défense a été donnée morte déjà plusieurs fois depuis les 20 ans que je suis en France. Là aussi, il est vrai, certaines transactions à la Défense n'ont pas pu se faire cette année, mais nous savons d'ores et déjà que l'année prochaine, quelques opérations à la Défense sont en cours de préparation, voire en cours de réalisation. Je pense notamment au Tour Total et au Village, dont on dit que ces transactions sont quand même bien avancées. Bonne année, néanmoins, ça ne nous surprend pas, à Paris, en première couronne et dans le croissant ouest. Mais je rappelle aussi que souvent, c'est dû à la disponibilité des produits ou la non-disponibilité des produits que la répartition géographique se fait. Les investisseurs, nous vous avions annoncé depuis le premier confinement que l'année elle est très probablement très française. Elle est même au-delà de nos attentes parce que si on est à fin novembre à 73%, on pense que la fin de l'année avec les transactions que nous connaissons
qui sont encore en cours, ce taux va encore augmenter. Donc cela fera une année record pour les investisseurs français, qui est une belle illustration de la force des capitaux français, qu'elles viennent de CCPI, des assureurs ou d'autres investisseurs. En revanche, il ne faut pas non plus l'interpréter par un désamour des investisseurs étrangers pour la France, mais plutôt des problèmes logistiques, les restrictions sanitaires et les problèmes de voyage. Et nous savons déjà, par exemple, que quelques investisseurs allemands ont des belles transactions en cours qui, en revanche, se matérialiseront en 2021. Sur le slide suivant, j'ai voulu illustrer une activité vraiment autour de tous les profils de risque. Si on regarde ce qu'on a pu faire, il y a quand même quelques transactions qui resteront un peu dans les mémoires et dans les annales de l'année 2020. L'opération sur le siège d'Adidas, l'immeuble qui s'appelle Théodore rue Blanche, aura connu ce qui restera certainement un taux record pour un investissement immobilier en bureau qu'on aura réalisé cette année, lié à un potentiel de revalorisation locative très importante. Je prends une transaction qui est en cours de se finaliser plutôt classique, l'immeuble, un futur immeuble Alten à Boulogne-Billancourt, l'immeuble s'appelle Clarity. On avait connu des taux records à Boulogne-Billancourt avec notamment l'opération de l'Antares auparavant. Finalement, on constate que le taux est inchangé malgré le confinement et la période de Covid intervenue depuis. Et on est très fiers d'avoir participé à une autre transaction qui ne sera pas enregistrée en 2020, mais en 2021. Néanmoins, ça sera un volume record pour une transaction core cette année, qui est l'opération du siège de Nestlé Shift, acquis par un consortium d'investisseurs français. Donc on voit bien ces différentes informations que je peux vous donner sur les immeubles corps, des très gros volumes qui ont pu se faire en 2020, des nouveaux taux records qui ont pu s'établir, des taux inchangés confirmés très agressifs pour des très gros produits en première couronne. Donc pas beaucoup d'évolution sur ce niveau-là. En revanche, si vous regardez la ligne en dessous, vous voyez à la fois des immeubles corps plus et value-add que nous avons pu faire en 2020 ou qui sont en train de se faire, comme l'opération des City Light 1 et 3, certainement corps par la qualité de l'immeuble et de son emplacement, un chouïard corps plus par le volume de cette opération. Une opération qui s'est faite à travers un confinement, un premier confinement, et on n'était pas sûr qu'on y arriverait finalement. Cette opération a pu se faire, comme des opérations plus value-add, comme Espace Lumière et la Tour Cristal finalisée ou en cours de finalisation. Néanmoins, on a pu quand même constater un changement d'ambiance assez forte depuis le mois de septembre. Donc tout ça, c'est des opérations quasiment pour la totalité qui ont été engagées avant, à l'exception peut-être de la Tour Cristal. Mais d'autres opérations, clairement, n'ont pas pu se vendre, soit parce qu'il n'y a pas d'offre, soit parce qu'il y a eu un décalage de prix trop important entre les attentes des vendeurs et la capacité des acquéreurs. Donc clairement un changement d'ambiance depuis depuis la rentrée de septembre. Sur le slide d'après, je vais vous parler des taux de rendement prime encore inchangés. J'ai mis encore entre parenthèses, puisqu'il nous faut suffisamment d'opérations réalisées pour vraiment changer les taux prime. On n'aime pas les changer trop souvent, mais en gros, on voit que à Paris, on est dans le QCA à 2,75, mais clairement, il y a aujourd'hui un nombre croissant de transactions qui nous permettent de dire qu'on est plus proche des 2,5 que des 2,75. Comme on peut avoir des situations en première couronne où les taux vont plutôt se détendre, même pour des actifs corps. Donc, nous pourrons connaître une dichotomie en quelque sorte dans les taux, des mouvements inversés entre, dans les prochains trimestres, une peut-être baisse des taux dans les beaux quartiers parisiens et une hausse des taux pour le même actif prime en première couronne. Sur le slide suivant, quelques commentaires donc sur le bilan 2020 et les anticipations 2021.
Donc un marché, comme je vous disais, qui se maintient, mais surtout grâce à une très bonne activité entre mai et juillet. Un changement profond d'ambiance et d'activité depuis septembre, surtout lié aux conditions sanitaires et à la faible collecte des SCPI ou PCI. Par conséquent, une liquidité faible des actifs supérieure à 200 millions, notamment pour des actifs localisés en dehors du QCA parisien et notamment pour des actifs avec un profil de risque plutôt core plus que core. Sur le value add, une activité certes repricée mais continue, vraiment continue, et vous l'avez vu par la proportion des actifs value add qui auront été traités en 2020. Une situation encore inchangée sur les taux prime, je le disais à l'instant, avec néanmoins une réelle possibilité de mouvement inverse entre le QCA parisien et d'autres secteurs en Île-de-France. Et donc, du coup, par rapport à ce qu'on vit actuellement, une anticipation d'un volume équivalent en investissement en 2021, notamment en raison d'un Q1 plus faible. Vous vous êtes peut-être étonné en disant, mais avec 2 confinements, en espérant qu'on n'en aura pas un autre en 2021, il est vrai qu'on travaillera probablement plus, mais comme notamment là, le flux de nouveaux dossiers est plutôt faible, donc un premier trimestre qui va être plutôt faible, je pense que le temps de rattraper ce retard, notamment grâce à un premier trimestre 2020 qui a été exceptionnel, les résultats et les volumes placés seront à peu près équivalents entre 2021 et 2020. Merci pour votre attention et je passe la parole à Arabella. Arabella, on ne t'entend pas. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, c'est parfait. Je reprends. Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'expertise se positionne plutôt dans le rétroviseur justement des activités que Marie-Laure et Stéphane représentent. Et nous devons interpréter dans nos expertises, du coup, les tendances observées dans ces différents marchés. Et sur la slide d'après, j'ai intégré ici, je vous présente ce que j'appelle les nouvelles vérités de 2020. Et il y en a 5. Alors, tout d'abord, l'assimilé core de 2019 est différent du core en 2020. Pour le dire pleinement, l'euphorie que nous avons vécue en 2019 a disparu. Les compromis que nous avons vus par rapport aux critères cochant les caractéristiques du core ne sont plus là. Les réponses au marketing des immeubles en vente sont qu'un bail avec une durée ferme de 7 ans. Ce n'est pas le même objet qu'une durée ferme de 9 ans. La définition du QCA est redevenue la définition IMOSTAT du QCA. La deuxième vérité, et là j'ai un peu forcé le trait pour cette présentation, mais je passe à la fin, donc c'est pour capter votre attention, c'est que le potentiel de création de valeur à moyen terme n'est plus intégré à la valeur vénale de décembre 2020. Je m'explique. En effet, les projections de forte croissance de loyers que nous anticipions en 2018 et 2019 ont soutenu une demande très forte pour les produits à repositionner, les produits value add. Stéphane en a parlé, il a évoqué un changement d'ambiance. C'est exactement ça que l'on voit ici. Cette demande très soutenue a créé de la tension sur les processus de marketing des ventes des immeubles. Être le mieux-disant en 2019, dans ce contexte, nécessitait que l'acquéreur concède une partie du potentiel de valeur au vendeur. Les projections en 2020 ont été sévèrement revues à la baisse, avec cette crise inédite. La tension sur les processus de marketing a largement diminué. Ainsi, le pendulum est revenu de manière plus équilibrée et la valorisation de ce potentiel de création de valeur a aussi baissé de manière significative. Le troisième vérité, louer une unité aujourd'hui prend plus de temps, nécessite plus de mesures d'accompagnement pour atteindre des enveloppes financières inférieures. Je pense que c'est une évidence pour vous tous. Je tenais tout de même à l'évoquer. Les premiers paramètres de l'expertise à bouger sont les mesures d'accompagnement, puis viennent les valeurs locatives de marché. C'est en parallèle avec les priorités tactiques
que Virginie a évoqué du survey qui a été réalisé il y a quelques semaines. La quatrième vérité, nouvelle vérité, c'est qu'un bon locataire, c'est non seulement une société avec une bonne santé financière, mais elle doit aussi évoluer dans une industrie porteuse. Marie-Laure l'a aussi évoqué qu'en fonction des candidats locataires, il y aura des réponses au marché différentes. Nous avons vu cet été des réponses très différentes du marché pour un bail avec une durée ferme longue pour une signature Nestlé et une signature Accor. Je ne pense pas que nous aurions entendu la même chose en 2019. La cinquième vérité, et celle-là, elle est beaucoup plus dure à entendre, surtout pour l'audience que nous avons aujourd'hui. Elle n'en reste pas moins vraie. Le travail d'asset management très conséquent qui a été réalisé en 2020 est moins bien valorisé qu'en 2019. Ce n'est pas le cœur léger que je dis ça, je tiens à le souligner. Et c'est aussi vrai pour le bureau que pour le commerce. Avec 2 confinements et des locataires en difficulté, le travail granulaire et extrêmement chronophage que vous avez fait pour aménager les paiements des loyers et négocier des mesures d'accompagnement à moyen terme ne s'est pas matérialisé par une forte hausse des valeurs. Si ce dur labeur n'avait pas été réalisé, les valeurs auraient baissé encore plus. Je ne sais pas si ça vous soulage un petit peu, mais le constat en reste pas moins dur. Et pour vous faire une confidence, nos clients mettent un peu de temps pour acquiescer cette réalité, ce qui est complètement compréhensible. Grégoire, si tu peux passer à la dernière slide, s'il te plaît. Alors, vous avez été nombreux à nous demander quelles sont les tendances pour décembre 2020 concernant les expertises. Donc, afin de partager ces tendances, nous avons analysé une sélection d'actifs de bureaux sur 4 sous-marchés d'Île-de-France. Le QCA, le reste de Paris, la Défense et le marché de Saint-Ouen, Saint-Denis et Clichy. Ensuite, nous avons décomposé ces mouvements de valeur en fonction de 3 éléments. D'abord, l'impact de l'évolution des taux, puis l'impact des nouveaux budgets de travaux par rapport à l'année précédente, et ensuite l'impact des projections de revenus. Alors, qu'est-ce que je veux dire par projection de revenus? Ça concerne les baux à date, les évolutions d'indexation, ainsi que les valeurs locatives de marché, les mesures d'accompagnement et les évolutions de ces éléments dans le temps. Et ça intègre effectivement les différents éléments que Stéphane et Marie-Laure et Virginie ont partagés dans la première partie de cette présentation. Donc, pour revenir sur chacun des 4 sous-marchés. Alors, pour le QCA, vous voyez une hausse du panier de 3%, en grande partie due à des indexations positives, des diminutions de franchise de loyer et une diminution de l'enveloppe totale de travaux. Vous voyez aussi une contribution positive des taux sur ce secteur. Comment est-ce qu'on explique cela? Par 2 éléments. La baisse des taux effectifs en 2019 s'est faite sur les transactions de fin d'année, au 4e trimestre, communiquées début 2020 et avec un impact sur les valeurs aussi en 2020. Par ailleurs, le panier que nous avons utilisé ici pour illustrer cette tendance est constitué d'immeubles corps. Ensuite, la colonne à côté, le reste de Paris. Vous voyez ici une très légère hausse de 1% qui s'explique essentiellement par de l'indexation. La Défense, donc le sous-marché probablement le plus volatile que nous avons en Île-de-France, et aussi avec la variation la plus conséquente, avec une baisse qui se rapproche des 7%. Cette baisse s'explique de manière, avec comme vous pouvez le voir, de 2 manières. D'abord, des projections de loyers beaucoup moins ambitieuses qui ont été reflétées, et les taux que nous avons corrigés pour refléter le risque de cette zone avec une vacance qui est déjà en hausse significative. La valeur absolue ici de perdu sur les expertises est assez saisissante. Pour finir, la colonne de droite, le marché de Saint-Denis, Saint-Ouen et Clichy. La variation pour ce panier est négative à 5,7%.
un marché aussi avec une offre locative conséquente qui s'est concrétisée dans les expertises par des projections de loyers revues à la baisse. Pour finir, je tenais à partager une surprise qui concerne la tendance des budgets de travaux. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'impact que les CAPEX ont eu sur les expertises est positif. Cela veut dire que les budgets de travaux en 2020 sont inférieurs aux budgets de travaux qui étaient prévus en 2019. Et pour rappel, il y a un peu plus d'un an, rentrait en vigueur le décret tertiaire. Il y a un an, je m'attendais à voir des hausses de budget de travaux pour préparer justement le parc aux objectifs environnementaux visés pour 2030. Les business plans qu'on a vus, sur lesquels on a beaucoup échangé avec nos clients, ne reflètent pas du tout ces considérations. De même, lorsque nous échangeons avec l'équipe de Stéphane, on se rend compte que les considérations justement de CAPEX liées au décret 2030, au décret tertiaire qui sera effectif en 2030, n'a pas fait exploser les budgets, qui sont défalqués des prix dans les lettres d'offres. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce une approche pragmatique qui consiste d'abord à gérer la crise que nous vivons, puis dans un second temps, gérer les objectifs définis par ce décret tertiaire. Les trimestres suivants qui vont venir nous le diront. Et sur ce, je passe la parole à Virginie pour conclure ce webinaire. Alors avant la petite conclusion de Virginie, je fais juste une toute petite intervention pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions en live. N'hésitez pas à utiliser le module Q&A ou même le chat. Virginie, c'est à toi. Merci. Très bien, donc on va conclure rapidement donc, ce webinaire. Comme vous en doutez et comme on l'a largement évoqué, cette année 2020 est quand même une année très particulière. La crise du Covid est différente de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Et donc, on peut se poser la question de 2020, mais surtout, et après, essayons d'ouvrir un petit peu nos esprits au-delà de la crise. Et Grégoire, si tu veux passer sur la dernière slide de la présentation, au-delà de cette crise, quels enjeux donc, pour demain? Le Covid a mis en fait en avant de nouveaux enjeux. Ça a été un accélérateur de tendances qui pouvaient être sous-jacentes et notamment a mis sur le devant de la scène des éléments autour de la santé, du bien-être, de la qualité de vie au sens large, donc aussi bien au travail qu'à la maison. Et des nouveaux sujets ont émergé. C'est ce que vous voyez sur la droite du slide. En parallèle de l'enquête qu'on a conduite auprès d'un public d'investisseurs, on a également enquêté auprès de salariés dans une enquête globale et auprès d'entreprises. Et aujourd'hui, la santé des salariés est devenue le premier sujet de préoccupation des entreprises, au même niveau que les enjeux financiers. Donc c'est quelque chose qui, bien évidemment, a été porté par le Covid, mais qui peut également perdurer dans le futur. 2/3 des salariés voudraient travailler au moins une fois par semaine après la crise, donc une installation pérenne du télétravail, mais vous le voyez à un niveau qui reste raisonnable. Et on voit par contre que 35% des salariés voudraient du télétravail. Et donc aujourd'hui, finalement, le rôle de bureau qui certes est questionné, paradoxalement, on peut penser qu'il va sortir renforcé à l'issue de cette crise. Il faut passer, bien évidemment, la vague, mais on s'achemine vers une logique de mieux de bureau. Voilà, et la manière dont on les occupe, dont on les aménage, va très probablement fortement évoluer après cette crise du Covid. Autre élément qui a été abordé, le sujet des enjeux ESG. On constate et on a commencé à initier des discussions avec certains d'entre vous sur ce sujet-là, et vous nous tenez ce discours. Les enjeux ESG, on constate une vraie accélération
de ce sujet, aussi bien chez les entreprises que chez les investisseurs depuis 18 mois à 3 ans. Donc c'est un vrai sujet qui nous attend pour les prochaines années. Et finalement, quand on regarde cette arrivée d'immeubles neufs sur le marché locatif à partir de 2021, des immeubles modernes, des immeubles qui ont été pensés aux dernières normes, on se dit qu'au-delà de la problématique de l'absorption immédiate, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché, pour les entreprises et pour les investisseurs de voir ces produits qui vont arriver et qui sont capables de répondre à ces enjeux à la fois de milieu de bureau, mais également de ces enjeux d'ESG. Mais, et je reviens à ce qu'a dit Arabella et qui est un vrai gros point qu'il ne faut pas négliger, nous avons 10 ans devant nous pour faire baisser les consommations de l'immobilier tertiaire existant de 40%. C'est un objectif qui est absolument considérable à mettre en œuvre. Alors, bien évidemment, on a des leviers qui sont des leviers de process et d'organisation, mais on s'achemine probablement vers des besoins de CAPEX réels pour atteindre ce premier palier de moins 40%. C'est un sujet, nous, chez GLL, qui nous préoccupe, aussi bien en matière de ligne de métier qu'en matière de recherche. Nous sommes en train de travailler sur le sujet, effectivement, ESG, pour une nouvelle étude que nous aurons le plaisir de partager avec vous au cours du premier trimestre l'année prochaine, et donc d'évoquer de nouveau ce sujet de la responsabilité environnementale et du rôle de l'immobilier dans ces nouveaux enjeux. J'en ai terminé, je vous remercie. S'il y a des questions, je repasse la parole à Grégoire. Oui, merci beaucoup Virginie. On a justement une question. On me demande de parler des secteurs d'activité dans les demandes qui pourraient mieux résister que d'autres. Est-ce que nous avons une analyse à ce sujet? Par exemple, le secteur pharmaceutique. Qui souhaite prendre la parole? Levez la main. Marie-Laure. Oui, tout à fait. Cette crise n'a pas été la même crise pour tout le monde. Certains secteurs d'activité ont transformé cette crise en opportunité. On le voit dans l'ensemble des sociétés de communication, d'échange. Je vous avouerai que Zoom a fait un bond tel que vous pouvez l'imaginer, mais aussi l'ensemble des plateformes liées au digital. Donc, on a effectivement des secteurs d'activité qui ont complètement changé leur business model ou se sont fait porter par un moment de conjoncture difficile pour d'autres. Donc tout à fait, le secteur pharmaceutique et tout ce qui est life science est aujourd'hui un secteur d'activité en pleine expansion. L'ensemble des communications à distance l'est de la même façon. Et si on veut faire presque un parallèle entre ce que vient de conclure Virginie, c'est qu'on a le monde carboné tel que nous l'avons connu qui aujourd'hui souffre de plus en plus. Donc c'est le monde du mouvement, de l'aéronautique, de l'automobile, de l'ensemble du secteur lié à cette mobilité qui a particulièrement souffert et qui souffre. Et au contraire, toutes les sociétés qui se sont transformées très rapidement ou qui ont été beaucoup plus vers les opportunités liées à des modifications structurelles de la société sont en croissance. Merci beaucoup Marie-Laure. J'ai deux autres questions qui arrivent. Alors, l'augmentation des CAPEX et ESG va-t-elle se répercuter dans les taux, car l'obsolescence rapide suppose une remontée des taux? En interrogation. Qui veut prendre la parole à ce sujet? Stéphane. Alors, on ne le constate pas encore. Clairement, on ne le constate pas encore. On sent, comme Virginie le disait, que c'est une tendance qui s'affermit clairement chez nos clients, mais on ne sent pas encore dans les réactions des investisseurs, dans les taux qu'ils nous proposent, un impact direct. Et je rappelle quand même à tout le monde que les taux, c'est quoi finalement? C'est un prix, et un prix est une relation entre l'offre de produits disponibles et la demande qui s'exprime sur ces prix. Donc ce n'est pas qu'un calcul mathématique par rapport à certains facteurs. Donc nous voyons que ce sujet devienne plus important, en revanche, sans impact négatif sur les taux à ce stade. Merci beaucoup Stéphane. Marie-Laure, je pense que celle-ci est pour toi. La course au ratio mètre carré par personne est-elle encore demandée par les entreprises? Et les produits sur l'aspect serviciel vont évoluer. Qu'en est-il des zones de bureaux?
3 questions en une. Donc effectivement, la course n'est plus aux capacitaires des immeubles qui étaient particulièrement aussi challengés par les acteurs du flex. Donc la conjoncture a fait que effectivement c'est plus du tout le sujet. Et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. On parle d'un petit peu moins consommer de mètres carrés en espérant que ce soit temporaire, mais on parle de mieux consommer des mètres carrés. Donc effectivement, il y a une vraie prise de conscience sur la raison pour laquelle on vient au bureau, comme je vous l'indiquais. Et donc, on va beaucoup plus privilégier des espaces collaboratifs que des bureaux individuels. On va beaucoup plus chercher justement des endroits de partage, que ce soit à 2, à 3, à 10, à 20, à 30 et des espaces de création créatifs, de transmission du savoir, que des postes individuels sur lesquels on se pose. Donc effectivement, le bureau va évoluer de façon majeure dans les prochains mois et années. C'est une tendance que nous avions déjà évidemment anticipée, mais la course à la capacité n'est peut-être plus effectivement la bonne. Par contre, il ne faut pas se tromper, la course à l'agilité des immeubles de bureaux est de plus en plus forte, puisqu'on va demander à un espace de bureau d'être encore plus polyvalent qu'auparavant et pouvoir travailler de façon différente au sein d'un plateau. Donc la réflexion technique sur les immeubles de bureaux doit être prise en compte de façon très sérieuse. J'ai peut-être pas répondu à la dernière, mais je l'avais pas tout à fait envisagé. La dernière, c'était, qu'en est-il des zones de bureau à propos de l'aspect serviciel, l'évolution de l'aspect serviciel? Bien, si on vient au bureau, c'est qu'on y trouve des choses qu'on ne trouve pas forcément à la maison. Donc, au-delà de la communauté des collègues avec lesquels on aime travailler, au-delà de voir des clients au sein de son bureau, on va aussi chercher justement à ce que le bureau soit le plus agile possible. Donc, on parle d'espace de bureau maintenant presque à l'extérieur des murs de l'immeuble de bureau. Quand on parle à des corporates justement de l'espace de leur bureau, ils prennent en considération le télétravail comme un espace de bureau, les tiers-lieux comme un deuxième espace de bureau et le bureau physique du siège ou de leur rattachement classique qui, lui, doit beaucoup évoluer. Donc, effectivement, l'espace bureau va devoir s'accompagner d'un certain nombre de services de digital pour accompagner ces transformations et ces mutations majeures. J'en profite pour rappeler, pardon, excuse-moi Voilà. Marie-Laure. C'était justement pour rappeler les webinaires de Flore et de l'ensemble des études qu'elle produit sur ces sujets. C'est une excellente transition puisque je vais rebondir là-dessus en rappelant que nos webinaires sont tous disponibles sur jll.fr puisqu'ils sont tous enregistrés. On m'a posé la question. Dernière question, parce qu'il va être l'heure de nous séparer malheureusement. On me demande s'il y a un risque qu'un certain nombre de règles sanitaires liées au Covid perdurent dans les bureaux. Qui veut se risquer? Stéphane. Posez la question au gouvernement. Je pense qu'on n'a pas plus de réponses à apporter. Écoutez, ça va être pareil, une excellente transition pour une conclusion. Parce que voilà, on a parlé pendant ce webinaire, on l'a rappelé à de maintes reprises, on a eu une année 2020 qui était assez inédite. Je crois qu'elle a été assez inédite, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Personne ne s'y attendait. Tout au long de l'année, en tout cas, comme je vous le disais en introduction, nos experts ont essayé de vous donner nos explications, nos prévisions. Habituellement, c'est dans le sport qu'on parle de glorieuse incertitude. Je pense qu'on peut le généraliser aujourd'hui à tous les mois à venir. Et c'était d'ailleurs cette dernière question et la réponse de Stéphane. Voilà, on va attendre de voir ce que le gouvernement nous dit et comment cette crise sanitaire évolue. Merci en tout cas de nous avoir suivis tout au long de l'année avec beaucoup d'assiduité. Merci à nos 4 experts du jour pour leur intervention qui a été, et je l'ai eu beaucoup en commentaire, très intéressante. J'ai envie de dire comme d'habitude. Donc merci en tout cas à vous 4. Merci également aux équipes marketing qui ont été en charge de l'organisation de ce webinaire. Je pense à Sophie et Léa. Et merci aussi, un grand merci, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, aux équipes recherche pour leur travail de fond. Alors, je vais mentionner Anas et Delphine et j'en oublie certainement. Donc, en tout cas, merci à tous. Alors, nous sommes un peu tôt encore dans ce mois de décembre. Nous sommes que le 10 décembre, mais je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année parce que je crois que c'est la dernière fois qu'on se voit tous en 2020. Je vous donne rendez-vous en 2021. Faites attention à vous tous pendant ces fêtes. Faites attention à vos proches, mais rechargez bien les batteries. J'espère qu'un jour, nous pourrons nous voir pour ces points marchés en physique. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Et pour paraphraser un ancien président, je vous dis au revoir.